Bienvenue sur la chaîne Le Prof d'Histoire. C'est la vulgarisation de l'histoire. Si tu veux comprendre l'histoire, t'écoutes cette chaîne. L'histoire c'est partout, l'histoire c'est vivant, l'histoire ça nous entoure. Bonjour tout le monde, bienvenue sur votre chaîne, le prof d'histoire. Aujourd'hui, nous allons parler de la fin du régime français et du début du régime britannique. On est en 1760 et c'est le début du chapitre 3 d'Histoire Québec-Canada, 3e secondaire. En 1760, au mois de septembre, l'armée anglaise qui vient de gagner la ville de Québec l'année précédente, en 1759, se dirige vers Montréal pour mettre fin à la guerre de conquête une fois pour toutes. Donc, ils arrivent pendant le printemps, se déplacent, quittent la ville de Québec, se déplacent jusqu'à la ville de Montréal et l'armée anglaise arrive à Montréal. En 1760, Montréal n'est pas protégée aussi bien que la ville de Québec l'était. Donc, l'armée anglaise est sûre de remporter cette victoire. Donc, quand l'armée française voit arriver les Anglais contrôlés, dirigés par le général Jeffrey Amherst, ils vont se rendre, capituler. On envoie un messager avec un drapeau blanc, on négocie les termes de la reddition, donc qu'est-ce qui arrive quand on va se rendre, et finalement, l'armée française va déposer les armes face au général Amherst. On va rendre nos armes, les soldats vont rendre leurs armements, vont arrêter les combats. C'est la fin de l'armée française de la Nouvelle-France, et donc c'est la fin de la Nouvelle-France tout court. Jeffrey Amherst, le général anglais, va donc contrôler le territoire pendant le temps que va durer la guerre de 7 ans. La guerre de 7 ans, c'est la guerre mondiale qui se déroule durant la période de la guerre de conquête. Ce que ça veut dire, c'est que à travers la planète, toutes les colonies anglaises et françaises sont en guerre l'une contre l'autre. Donc, la guerre entre les 13 colonies et la Nouvelle-France fait partie de la guerre de 7 ans. Donc, c'est une guerre dans la Grande Guerre mondiale. La guerre de conquête, c'est la guerre en Amérique entre les 13 colonies et la Nouvelle-France. La guerre de 7 ans, c'est une guerre mondiale qui oppose la France à l'Angleterre. Donc, en 1760, la guerre en Amérique entre les 13 colonies et la Nouvelle-France se termine. Victoire des Anglais. Le général anglais Amherst attend que la guerre se termine en Europe. Il faut attendre 3 ans, soit en 1763, pour que la guerre de 7 ans se termine définitivement et que le roi d'Angleterre signe la paix avec le roi de France. Pendant ce temps, pendant ces 3 longues années, on parle d'un régime militaire. C'est d'ailleurs le premier terme qu'on aborde ici. Entre 1760 et 1763, c'est l'armée anglaise qui, après que Montréal se soit rendu, va contrôler le territoire en attendant que la guerre se termine en Europe. Régime militaire veut dire que le territoire est contrôlé par l'armée. Il n'y a pas de politique, il n'y a pas de gouverneur en place. Il n'y a que l'armée anglaise qui va essayer de contrôler la population française du territoire qu'ils viennent de conquérir et que les Canadiens vont devoir obéir à ces soldats britanniques. Durant ces 3 années, on parle d'un changement politique, économique, social. Le changement n'est pas majeur parce qu'il faut attendre la fin de la guerre de 7 ans pour véritablement considérer que le territoire appartient à l'Angleterre. Parce que oui, les Anglais ont gagné la Nouvelle-France, ont réussi à la vaincre, mais il se peut que après la guerre de 7 ans, il y ait une signature et une entente entre le roi de France et le roi d'Angleterre. Donc, il est possible qu'une partie de la Nouvelle-France soit redonnée à la France. Donc, par incertitude, on n'est pas trop certain, les Anglais vont attendre et ne changer le moins de choses possible pendant ces 3 années. Il faut s'imaginer quand même que le régime militaire, c'est une présence de l'armée anglaise qui va se promener à travers l'ancienne Nouvelle-France, de village en village. Ils vont désarmer la population, retirer toutes les armes en circulation, et c'est une période où presque tous les habitants dans les régions éloignés des villes
possèdent des armes. L'Amérique est un endroit hostile, c'est sauvage. On vit aussi de la chasse, donc la plupart des hommes du territoire possèdent des armes à feu pour chasser, se nourrir. Hein. Il y a très peu d'épiceries. On sort à l'extérieur avec notre arme à feu pour tirer des animaux et les manger. Donc presque tout le monde possède des armes à feu dans presque toutes les maisons. L'armée anglaise va se promener de maison en maison pour réquisitionner, prendre ses armes pour éviter que la population ne se révolte contre la présence anglaise. Donc dans une période de contrôle de l'armée et on essaie d'éviter à tout prix que la population se révolte. Après la conquête, on va offrir aux Canadiens deux options. Soit de rester sur le territoire, comme si rien ne s'était passé, ou à peu de choses près, ou de prendre leur possession et de quitter vers la France. Donc, c'est coutume à l'époque, on offre aux peuples conquis des colonies de retourner dans le pays qui les possédait. Donc, dans le cas de la Nouvelle-France, l'armée anglaise va offrir aux Canadiens de quitter, de repartir vers la France. L'élite, c'est-à-dire les riches, les bourgeois, les nobles, les seigneurs, le petit pourcentage de population instruite, va choisir de quitter la colonie dorénavant anglaise. Donc, on parle de 4000 personnes qui vont décider de partir vers la France après la conquête. L'armée anglaise les laisse partir, hein, on les met sur des navires, direction la France. On parle de 4000 sur plus de 70 000 personnes, généralement les plus riches et les mieux instruits. Ceux qui vont rester, la majeure partie de la population, ce sont principalement des paysans du monde qui sont illettrés, analphabètes, ni lire ni écrire, mais qui ont aussi toujours vécu sur le territoire de la vallée du Saint-Laurent, de la Nouvelle-France. Donc, ils n'ont jamais connu la France. Ils sont nés au Canada et ils ne connaissent pas la France. Ils ne veulent donc pas partir après la conquête vers un pays qu'ils ignorent, la France, et décident de rester sur place, tout bonnement, comme ils ont toujours vécu. Donc, l'armée anglaise se retrouve avec une population francophone qui représente 90% après la conquête. Donc, 90% des personnes qui vont habiter la nouvelle province of Québec, hein, parce qu'on va changer de nom, la Nouvelle-France va changer de nom, va changer de forme, le territoire, la frontière change, hein, la Nouvelle-France ne disparaît pas. Et ça, c'est quelque chose, je prends le temps de le mentionner, parce que c'est quelque chose que certains élèves ont de la difficulté à comprendre. Le territoire de la Nouvelle-France ne disparaît pas après la conquête. Donc, après la guerre, les Anglais gagnent, le territoire ne disparaît pas. Le territoire se modifie. Il change de nom. On change la forme, la frontière sur les cartes. Donc, toutes ces modifications-là font en sorte que la Nouvelle-France, effectivement, n'existe plus. Elle est transformée en colonie anglaise sous différentes formes, avec différents noms, avec une différente gestion politique, économie. Donc, c'est une mutation du territoire de la Nouvelle-France qui n'existe plus et qui se modifie, qui change. Donc, qui deviendra Province of Québec. Donc, dans la Province of Québec, après la conquête, 90% de la population est francophone. Donc, l'armée anglaise est inférieure en nombre et il y a au début très peu d'immigrants anglais qui viennent s'installer dans la colonie. Donc, il y a l'immigration des Canadiens, et immigration, truc pour s'en souvenir, immigration, émigration, émigration, accent aigu, on parle comme d'un avion qui décolle. Émigration, on s'en va quelque part. Donc, il y a une émigration, c'est-à-dire que des Canadiens qui quittent vers la France, 4000, l'élite, ainsi de suite. Maintenant, ce qui reste, c'est principalement des paysans, des coureurs des bois, ceux qui faisaient affaire avec les Amérindiens pour le commerce de la fourrure. C'est un territoire encore majoritairement, donc, français. L'armée anglaise va contrôler cette population et va toujours essayer de négocier subtilement pour pas trop modifier leur vie, pour ne pas trop les choquer. 90% de la population, c'est énorme. Donc, l'armée anglaise est en situation de danger constamment d'une rébellion contre la présence anglaise. Donc, on négocie, on essaie de se faire apprécier du côté des Britanniques pour que les Canadiens français acceptent la présence anglaise. Après l'émigration des 4000 nobles, seigneurs, bourgeois, aristocrates, propriétaires de boutiques, de magasins, bref, l'élite,
qui quittent de l'Amérique vers la France, bien, la population qui demeure reste plutôt pauvre. Et il faut, par la suite, une fois qu'il y a eu cette émigration, il faut reconstruire la colonie après la guerre. Les Britanniques ont gagné cette guerre, mais ils ont détruit une bonne partie des forts, des protections du commerce de la fourrure des attaques amérindiennes. Ils ont détruit certaines villes. La majorité des champs ont été abandonnés par les fermiers canadiens durant la guerre qui se sont enrôlés dans la milice, donc se sont improvisés soldats pour défendre le territoire. Donc, pendant plusieurs années, les champs ont été laissés à eux-mêmes. On avait de la difficulté à se nourrir. Donc, les animaux, le peu d'animaux qu'il y avait dans la Nouvelle-France durant la conquête, ont été mangés par les soldats pour ne pas mourir de faim. Donc, après la conquête, quand les Britanniques ont réussi à gagner le territoire, la majorité des animaux ont été mangés durant la guerre pour éviter la famine. Et les Britanniques doivent donc reconstruire les villes qu'ils ont détruites et amener des animaux sur le territoire pour éviter une éventuelle famine. Si on nourrit pas les Canadiens qui sont restés, ils vont tous mourir de faim. On a besoin des Canadiens qui demeurent pour travailler dans les champs, pour faire de nouvelles récoltes, ramasser de la nouvelle nourriture et payer des taxes et des impôts pour éventuellement rembourser cette guerre. Parce que oui, il faut aussi rembourser la guerre. La guerre a coûté très cher à l'Angleterre, qui voulait absolument la gagner. En résultat, l'Angleterre doit maintenant, par les dettes qu'elle a accumulées, rembourser. Tout ça coûte très, très cher. On l'a mentionné, l'immigration, ces 4000 Canadiens qui sont partis vers la France, c'était les plus riches. Donc, ceux qui restent, ils n'ont pas un sou. Ils n'ont pas un radis, ce sont des pauvres. Donc, qui va payer? Qui va payer cette dépense militaire et toutes ces dépenses de reconstruction de la colonie? Eh bien, ça va être les 13 colonies. Les 13 colonies vont se faire surtaxer par le roi George III, le roi d'Angleterre de cette époque. Les 13 colonies victorieuses, ils ont gagné la guerre de conquête au prix de plusieurs victimes. Plusieurs personnes sont mortes durant cette guerre. Des membres de leur famille qui se sont enrôlés dans l'armée sont morts en attaquant les Français pour gagner le territoire. Donc, après la guerre de conquête, pour rembourser, le roi d'Angleterre va surtaxer, principalement sur deux aspects de la vie quotidienne que les Anglais apprécient énormément. Le thé. Le thé, les Anglais boivent du thé plusieurs fois par jour. C'est un produit de consommation que les Anglais apprécient énormément, qui vient d'Asie, que l'Angleterre transporte jusque dans ses 13 colonies anglaises d'Amérique. Le thé, donc, va être taxé. On augmente beaucoup les taxes sur le thé, ce qui fait en sorte qu'il est très dispendieux, difficilement abordable. Et on va aussi, le roi d'Angleterre va aussi faire taxer. Quand je dis le roi d'Angleterre, c'est aussi ses ministres qui l'entourent, qui lui suggèrent ses directives. Il va aussi taxer les timbres. Dans cette période, on n'a pas de téléphone, on n'a pas d'Internet, on n'a pas de texto. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on s'écrit des lettres. Donc, il y a énormément de lettres qui circulent pour ceux qui savent lire et écrire. Et on va taxer les timbres pour essayer de rembourser la guerre. Les 13 colonies vont être frustrés de la situation. Ils ont gagné la guerre, mais ils sont perdants. Ils ont perdu du monde durant la guerre. Plusieurs personnes sont mortes. Les personnes sont mortes durant les combats. Et ils ont aussi perdu au niveau économique, étant donné qu'ils doivent rembourser ce qu'ils ont gagné, ce qu'ils ont détruit. Donc, ils ont eu des morts, ils sont obligés de rembourser, ça leur coûte de l'argent, ils sont presque perdants à tout point de vue, même s'ils ont gagné officiellement la guerre. Et cette frustration des 13 colonies, des décisions du roi, va se faire sentir éventuellement avec on l'a vu dans les cours d'histoire deuxième secondaire, le fameux Boston Tea Party, où la population de Boston va se révolter contre les décisions du roi et lancer les caisses de thé à la mer pour montrer leur mécontentement. On va y revenir tantôt dans le chapitre 3. Mais tout de même, le remboursement de la guerre de conquête par cette surtaxe des timbres et du thé va créer la révolte du Boston Tea Party, éventuellement la guerre d'indépendance américaine, parce qu'ils devaient rembourser la destruction du territoire de la province of Quebec, notamment, et par certaines décisions au niveau territorial que le roi d'Angleterre, George III, va prendre et qu'on va parler un peu plus tard, comme je l'ai mentionné tantôt.
Donc, nous sommes dans cette période entre 1760 et 1763, toujours, qu'on appelle le régime militaire, où l'armée contrôle le territoire en attendant que la guerre de 7 ans se termine en Europe. Les généraux présents anglais vont avoir des points de vue différents. Donc, vous avez Jeffrey Amherst, qui est le général qui a réussi à conquérir Montréal, qui est beaucoup plus ferme, sévère envers les vaincus, les Canadiens. Et vous avez un autre général, James Murray, qui est amoureux de la paix, qui est amoureux, moi je le dis amoureux parce que c'est une façon de s'en souvenir, là. Il n'est pas amoureux officiellement, c'est sûr, mais c'est un truc pour s'en souvenir, hein. C'est un lover, Canadian lover, il veut faire plaisir aux Canadiens, voilà. Il veut se faire apprécier des Canadiens français pour ne pas qu'ils se rebellent. Simplement, essayer de montrer que la présence des Anglais est bénéfique. C'est quelque chose de bien pour eux. Donc, ça va être encore mieux que quand c'était un territoire français pour les Canadiens. Donc, James Murray veut protéger les traditions canadiennes, veut se faire apprécier des Canadiens, et vous avez de l'autre côté Jeffrey Amherst, qui lui essaie d'être plus ferme envers les Canadiens qui ont été conquis. Donc, on parle d'une administration militaire de la colonie. Ce sont l'armée qui va contrôler la colonie et certains droits français vont demeurer, donc on va les permettre, mais il va y avoir aussi certaines modifications pendant la présence, ces 3 ans de présence d'armée anglaise. Tout d'abord, on va laisser les Canadiens français continuer de pratiquer le régime seigneurial. Dans les campagnes, on va continuer à ramasser de la nourriture et payer aux seigneurs en redevance nos terres, espèce de location comme on le faisait à l'époque de la Nouvelle-France, et les seigneurs vont payer des taxes et des impôts au gouvernement qui, dorénavant, est un gouvernement anglais. Parenthèse, lorsque la colonie française se rend, lorsque la Nouvelle-France n'existe plus, et que ça devient la province of Québec, l'argent, les taxes et les impôts, hein, le but d'une colonie, souvenez-vous, est d'enrichir la métropole, ben dorénavant, la province of Québec ne va plus envoyer sa richesse en France. Dorénavant, l'argent qu'on va accumuler avec les taxes et les impôts, les ressources vont être envoyées en Angleterre. Dorénavant, nous sommes, quand je dis nous, la vallée du Saint-Laurent devient une colonie anglaise et donc elle doit enrichir l'Angleterre. Dans le régime militaire, une des premières choses que les Anglais vont faire, c'est d'ailleurs faire prêter serment à la population au roi d'Angleterre. Donc la population va être invitée dans chaque village à venir, l'endroit au centre de chaque village, là, généralement c'est l'église, la chapelle. Donc on va faire venir la population dans chaque village à l'église, l'armée anglaise est sur place et on va faire jurer fidélité au roi d'Angleterre. Si vous voulez rester, vous, les Canadiens, sur le territoire qui, dorénavant, est anglais, vous devez prêter serment de protection et de fidélité au roi d'Angleterre. Autre chose qui va demeurer, certaines lois civiles françaises au niveau des divorces, au niveau des mariages, tout ce qui est notaire, tout ce qui est au niveau des héritages, donc, va être respecté, conservé. La religion catholique. Vous avez le droit, pendant cette période de régime militaire, hein, pendant que l'armée contrôle le territoire, durant ces 3 années, les Canadiens français vont avoir le droit de rester catholiques, aller à l'église et pratiquer leur culte. Ça paraît anodin, ça a l'air simple, pourquoi est-ce qu'ils changeraient? Mais l'Angleterre est un pays, un royaume, qui est protestant. Et les protestants, qui ont une variante au niveau des catholiques, s'opposent constamment aux catholiques français. Donc, c'est 2 religions qui sont constamment en guerre pour une vision de la religion très différente. Notamment, les protestants, contrairement aux catholiques, ne pensent pas que le pape est l'élu de Dieu sur terre. Les protestants, contrairement aux catholiques, les protestants vont dire que Marie, la mère de Jésus, n'est pas vierge. Donc, ce n'est pas ce qu'on appelle l'immaculée conception, comme les catholiques le croient, que Marie était vierge, même s'il était marié, et que c'est Dieu qui lui aurait mis un enfant dans le ventre, Jésus. Les protestants ne vont pas croire non plus à l'Eucharistie. Les catholiques, eux, vont croire que durant la messe, lorsque le prêtre boit le vin et qu'il donne l'hostie, donc le pain en forme de chips sur la langue des fidèles à l'Église, eh bien, selon la croyance de l'Eucharistie, l'hostie se transforme en chair du Christ, donc en peau de Jésus dans l'estomac. Et le vin se transforme en sang de Jésus-Christ.
Donc, les protestants ne croient pas à cette transformation. Donc, d'habitude, les protestants font la guerre aux catholiques pour ces divergences de croyances. Et donc, le fait qu'on continue d'accepter sur un territoire anglais protestant la pratique de la religion catholique, c'est quand même quelque chose de gros pour l'époque, là. Et on est dans une période où la religion est essentielle. Le but sur Terre, c'est de gagner le paradis. Donc, le fait de pouvoir continuer de pratiquer sa religion, c'est quelque chose que les Canadiens français vont apprécier beaucoup. Dernier aspect aussi qu'on conserve, l'armée anglaise va accepter que toutes les maisons demeurent à leurs propriétaires. Donc, l'armée anglaise ne va pas vous chasser des maisons comme ils ont fait avec les Acadiens. Souvenez-vous, les Acadiens, l'armée anglaise, pendant la guerre de conquête notamment, les avait déportés. On avait pris les Acadiens de leurs maisons, on les avait dépossédés de ce qu'ils avaient, on les avait forcés à embarquer dans les navires et on les avait dispersés à travers l'Amérique. Or, c'est pas du tout ce qui se passe avec les Canadiens après la guerre de conquête. Pendant le régime militaire, on accepte que tous les Canadiens continuent de demeurer dans leur maison. Aucune maison ne sera prise de force. Et ça, c'est quelque chose de très positif chez les Canadiens qui vont apprécier. Donc, ça fait en sorte qu'on ne sent pas qu'on a perdu la guerre, on ne sent pas vraiment qu'on se fait envahir, étant donné qu'on conserve nos traditions, nos maisons, nos habitudes. Dorénavant, on va aussi obliger les colons, les miliciens, à donner leurs armes à l'armée anglaise. Donc, il n'y a plus d'armes en circulation dans la colonie, ou très peu, là. Les armes, presque tout le monde en avait à l'époque. Hein, c'est un territoire sauvage. On n'a pas d'épicerie. Hein. La plupart des colons français canadiens vont chasser dans les bois environnants pour trouver de la nourriture. L'armée anglaise va ramasser le plus d'armes à feu possible pour éviter qu'il y ait une rébellion de la population. Autre changement, dorénavant, on va enlever les lois criminelles françaises pour les remplacer par les lois militaires. Donc, dorénavant, c'est l'armée qui va décider et qui va juger de ce qu'il va advenir des criminels, des voleurs, des violeurs, des tueurs. Donc, ce n'est plus le gouverneur français, bien sûr, avec le conseil souverain qui va, avec l'intendant, juger des criminels. Il n'y a plus d'intendant, il n'y en a plus de gouverneur, il n'y a plus de politiciens. Tous les Français seigneurs sont partis avec l'immigration, sont partis en France. Donc, tout ce qui reste, c'est l'armée anglaise qui contrôle tout. Donc, les lois vont être respectées, vont être faites respecter par l'armée anglaise, et les jugements, de ce qui va devenir des criminels, ben, c'est l'armée anglaise qui va le décider. La première vague d'immigration anglaise. Donc, on a parlé qu'il y a beaucoup de Canadiens, on parle de 4000 Canadiens qui ont quitté vers la France, cette fameuse élite. On a parlé que la population qui est restée sur place, ce sont surtout du monde illettré, assez pauvre, et qu'ils représentent 90% de la population. Donc, 90% de la population, ce sont des Canadiens français qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui sont habitués de travailler pour des bourgeois. Étant donné qu'après la conquête, les Français n'ont plus le droit de s'enrichir, de posséder des commerces, de contrôler le commerce de fourrure, ben, dorénavant, c'est seulement les Anglais qui vont pouvoir s'enrichir et contrôler le commerce. Donc, il y a une espèce de première vague d'immigration, on appelle ça vague parce qu'il y en a beaucoup qui arrivent en même temps, première vague d'immigration anglaise qui est celle des bourgeois, des financiers, des hommes d'affaires qui fleurent la bonne affaire, qui viennent dans la province of Québec, dans le but principalement de prendre possession du commerce de fourrure, des commerces en général qui ont été abandonnés par l'élite française après la conquête. Donc, cette vague d'immigrants va principalement s'installer à Montréal, d'où leur surnom, les Montrealers. Les Montrealers, ce sont donc des riches bourgeois qui sont là pour s'enrichir grâce au commerce et qui vont s'approprier tout le commerce de fourrure que les Français avaient en leur possession autrefois. Ils sont là pour s'enrichir. Ils vont s'installer à Montréal, dans un endroit qui va surplomber, donc plus haut que le reste de la population canadienne-française, d'un point de vue physique aussi. Donc, où à Montréal peut-on s'installer pour être au-dessus de la population française pauvre et soumise après la conquête? Le Mont-Royal. Donc, ils vont s'installer autour du Mont-Royal, le côté ouest du Mont-Royal, le Westmount. Donc, Westmount, qui encore aujourd'hui est connu pour ses maisons très riches,
Bien, c'est la première vague d'immigration anglaise. Ces riches commerçants qui vont venir s'installer dans le Westmount, construire ces immenses maisons grâce à leur fortune qu'ils ont déjà. Ce sont des Anglais qui viennent d'Angleterre, des Britanniques. Ce sont des Écossais et ce sont certains bourgeois, marchands des 13 colonies qui viennent s'installer dans le Westmount, à Montréal principalement, pour prendre possession du commerce des fourrures. Ils vont faire travailler quelques Canadiens dans le commerce de la fourrure pour eux. Dorénavant, les propriétaires de compagnies et d'entreprises vont toujours être anglais et les employés vont toujours être français. Et ces Montrealers vont faire travailler des Français au début, après la conquête, mais rapidement vont préférer faire travailler des Irlandais, ces immigrants qui vont tranquillement arriver dans la province of Québec, favorisant les Anglais plutôt que les Français. C'est donc la nouvelle bourgeoisie qui s'installe à Montréal. Les Montrealers, première vague d'immigration à se rappeler. La première constitution du Canada, la proclamation royale. Donc ça, il faut s'en souvenir jusqu'à la fin de l'année. Proclamation royale, ça se trouve être cette première constitution qui va concrétiser la conquête, faire en sorte que dorénavant, il y aura un gouvernement, comment la population va être gérée, quelles seront les nouvelles lois. Donc c'est la fin du régime militaire et c'est le début d'une politique anglaise. Qu'est-ce qu'une constitution? Une constitution, c'est un document, un morceau de papier, sur lequel est écrit les lois de base d'un pays, politique et judiciaire. Donc les lois. C'est aussi stipuler la grosseur du territoire, la forme du territoire, les frontières, le nom du territoire. Donc tout ça, on appelle ça une constitution. Contexte historique. Donc pourquoi, quand arrive cette première constitution? Nous sommes en 1763. C'est la fin de la guerre de 7 ans. Enfin, déjà depuis 3 ans, l'Amérique a été vaincue par les Anglais. En 1763, 3 ans plus tard, c'est la France qui va mettre fin à la guerre de 7 ans, va signer une paix avec l'Angleterre, une grande défaite pour la France et une grande victoire pour l'Angleterre. Donc le roi de France et le roi d'Angleterre vont signer tous deux ce papier, ce document qui est le traité de Paris. Le traité de Paris, c'est le document en Europe que l'on signe, que le roi d'Angleterre signe avec le roi de France pour mettre fin à la guerre de conquête. Ce document accepte définitivement que les colonies françaises au nord des 13 colonies appartiennent dorénavant à l'Angleterre. Donc, c'est officiellement la fin de la Nouvelle-France, une fois pour toutes. L'Angleterre est grande gagnante. La France abandonne le territoire qui, dorénavant, devient anglais. C'est ça, concrètement, l'importance du traité de Paris de la fin de la guerre de 7 ans. C'est que, définitivement, une fois pour toutes, le territoire est officiellement aux Anglais et non plus à la France. Donc, fin de la Nouvelle-France, début de la Province of Québec. On appelle ça un changement d'empire aussi officiellement. Donc, la Province of Québec ou l'ancienne Nouvelle-France ne sera plus une possession de l'Empire français, mais dorénavant va être possédée par l'Empire anglais, l'Empire britannique. Donc, changement d'empire, fin de la guerre de 7 ans, et le roi d'Angleterre, grand vainqueur de la guerre de 7 ans, va signer une nouvelle constitution à sa nouvelle colonie officielle, la Province of Québec. Donc, qu'est-ce qu'on fait sur la province de Québec? Ben, on fait en sorte qu'il y a dorénavant un gouverneur, un représentant du roi, qui va venir s'établir dans la colonie. Et dorénavant, la colonie va être gérée par un conseil législatif, un conseil exécutif, qui vont aider le gouverneur à prendre des décisions. Le gouverneur qui va respecter les ordres qui proviennent d'Angleterre, du roi et de ses ministres. Donc, c'est la nouvelle structure politique qu'aura la Province of Québec, la colonie dorénavant anglaise d'Amérique du Nord. Autre changement, le territoire. Le territoire, autrefois de la Nouvelle-France, qui était immense, va se rapetisser autour de la vallée du Saint-Laurent, petit territoire dorénavant, qu'on appelle Province of Québec. Autre changement, les lois. Les lois sur ce territoire. On avait vu que James Murray, durant les 3 années après la conquête, durant le régime militaire, avait tenté de se faire apprécier des Canadiens français. Or, le roi d'Angleterre, George III, ne l'entend pas de la même manière, c'est-à-dire qu'il va être beaucoup plus sévère envers les Canadiens. Il veut s'assurer que sa colonie va demeurer une colonie anglaise avec des mœurs, des habitudes, des traditions anglaises.
Donc, il va changer les lois civiles françaises pour des lois civiles anglaises. Les mariages, les divorces, l'héritage, dorénavant, on applique des lois comme des lois qui proviennent d'Angleterre ou des 13 colonies. Ce ne sont plus des traditions françaises. Il va jusqu'à pousser l'affront face aux Canadiens, être très sévère envers eux, en retirant le droit de pratiquer la religion catholique. Dorénavant, la religion catholique sur le territoire est considérée un peu comme une secte, n'est plus une religion officielle du territoire, et donc 90% de la population se voit privée de cette pratique religieuse, ce qui va être très difficile pour eux. Autre décision aussi, drastique, sévère envers les Canadiens qui ont perdu la guerre, il y a dorénavant, les Canadiens seront obligés de faire le serment du test pour accéder à des postes de pouvoir. Donc oui, il y aura des postes de pouvoir accessibles à la population, mais si la population veut accéder à ces postes de pouvoir au niveau politique, au niveau de décision, ben, ils devront faire ce qu'on appelle le serment du test. Donc, jurer sur la Bible que vous êtes, grosso modo, protestant. Donc, renier le pape. Le pape n'est pas l'élu de Dieu. La Vierge Marie n'était pas vierge. L'Eucharistie n'est pas valide, n'existe pas. Donc, grosso modo, pour un catholique, décider de renier sa religion, c'est d'aller en enfer pour l'éternité, dans le but, tout simplement, d'atteindre un poste politique. Bref, aucun Canadien ne va accepter de faire ça. Aucun Canadien ne va renier sa religion catholique. Donc, aucun Canadien, aucun Français ne va avoir le droit de pratiquer un poste de pouvoir. C'est une façon de mettre de côté les francophones pour s'assurer que le pouvoir soit contrôlé par des Anglais protestants uniquement. Dans les campagnes aussi, il y a beaucoup de changements. Donc, le roi d'Angleterre, avec cette proclamation royale, cette nouvelle constitution, ben, dans les lois, on dit que le régime seigneurial n'a plus raison d'être, n'existera plus. Il n'y a plus de redevance au seigneur, on ne loue plus la terre. Donc, les paysans n'auront plus rien à donner au seigneur, ne sont plus obligés de le faire. Et dorénavant, toutes les nouvelles terres qui vont être construites dans la province of Québec devront être divisées en carrés, qu'on appelle des cantons. Au lieu de ces seigneuries, comme les Français faisaient, sous forme de rectangles, perpendiculaires au cours d'eau, mais dorénavant, les nouvelles terres agricoles vont être divisées sous forme de carrés, comme on le fait en Angleterre, comme on le fait dans les 13 colonies, une division des terres plus anglaise. Concrètement, ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que les paysans vont pouvoir posséder la terre. Ils ne seront plus obligés de la louer à des seigneurs, comme ils faisaient autrefois depuis le Moyen Âge. Donc, il y a une espèce de changement plus moderne, une approche plus britannique dans les campagnes qui vont aussi voir ce changement. Mais le changement le plus majeur que vous devez vous souvenir, qui a été très sévère envers les Canadiens, c'est surtout la religion catholique qui est mise de côté. Ça, c'est un coup dur pour les Canadiens. C'est aussi le serment du test qui empêche les Canadiens d'accéder à des postes de décision dans la colonie. C'est les deux principaux facteurs qui montrent que le roi d'Angleterre est dur, qui est sévère envers les Canadiens, malgré le fait que James Murray, toujours présent, essaie de trouver des compromis ou de même désobéir à certains ordres du roi et certaines lois de cette nouvelle constitution qu'est la proclamation royale. La proclamation royale va aussi modifier le territoire, on l'a mentionné, petit territoire de la province of Québec autour de la vallée du Saint-Laurent, mais l'immense territoire qu'était la Nouvelle-France va être en grande partie donné aux Autochtones. Surprise des 13 colonies qui se sont battues pour gagner plus de territoire, n'auront pas plus de territoire. Le roi d'Angleterre leur en empêche. Au lieu de le donner aux 13 colonies victorieux de la guerre de conquête, ben, ce territoire va être donné aux Autochtones. Pourquoi George III, roi d'Angleterre, veut-il donner ce territoire aux Autochtones? Afin de se faire apprécier de ce qu'ils appellent des sauvages, de se faire d'apprécier des Autochtones, dans le but de s'en faire des alliés pour le commerce, des amis aussi pour la guerre et le contrôle du territoire. Est-ce que ça va fonctionner? Non. Il y aura une révolte, on va le voir prochainement, la révolte de Pontiac, mais la volonté du roi d'Angleterre de donner le territoire de la Nouvelle-France en grande partie aux Autochtones était pour se faire aimer, apprécier de eux, afin d'éviter d'éventuels conflits, combats entre les Britanniques et les Amérindiens.